Bonjour à tous et bienvenue sur ce Izu DW podcast. Je suis en direct de l'événement organisé par le French Restream. Il s'agit de Interglitch. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz, avec Mikoto Max. On est en direct des locaux de l'ICM qu'on remercie. Et d'ailleurs, en parlant d'ICM, nous sommes avec le doctorant, en tout cas en études doctorales. On a Jean-Baptiste. Bonsoir. Alors, je ne vais pas essayer de me mettre là où je ne suis pas, mais en tout cas, si j'ai bien compris, c'est l'étude de la myéline. Oui. En vue, en tout cas, de prévenir, en tout cas, d'avoir un impact thérapeutique sur la sclérose en plaques. Dans le cas de la sclérose en plaques, et aussi mon projet il porte sur les naissances prématurées. D'accord, ça fait deux aspects. C'était l'objectif principal de mon projet. En fait, il y a environ 10% des bébés qui naissent prématurés, donc c'est très variable d'un pays à l'autre. Mais en moyenne, c'est environ 10%, donc c'est vraiment considérable. Et il y a de nombreux impacts au niveau déjà de leur santé, dans leur développement au cours de l'adolescence. Et il y a un gros impact sociétal parce que ces enfants-là, en général, ont plus de mal à s'intégrer en groupe. Ils ont des problèmes locomoteurs, plus intellectuels. Et la myéline est impliquée justement dans... Ah, d'accord. La myéline sert à traiter ce problème, en tout cas, de prématuré, d'enfants prématurés. Ok. J'aimerais revenir là-dessus. À quel moment on considère que c'est une naissance prématurée? Ah, c'est une très bonne question. Donc, c'est une naissance avant. Donc, il y a différents stades de naissance prématurée. Donc, une naissance prématurée classique, c'est avant 37 semaines de gestation. Et après, on va aller vers des naissances prématurées plus sévères. Donc, la modérée, je crois que c'est autour de 32 semaines. Et en dessous de 27 semaines de gestation, là, c'est les naissances prématurées extrêmes. Et c'est surtout dans ces cas-là que les enfants vont naître avec un gros handicap. D'accord. C'est dans la majorité des cas qu'il y aura un handicap présent quand c'est prématuré, en tout cas au niveau de 27 semaines. On a combien de pourcents de chances d'avoir un handicap Alors, je vais passer ma thèse dans quelques mois. Et là, vous me posez une très bonne question. Donc, je pense environ qu'il y a quand même 40% de séquelles quand même neurologiques chez les enfants prématurés, donc des grosses séquelles. Parce qu'en fait, le stade, à cette période-là, donc entre les 27 semaines jusqu'à la naissance, on a un gros changement au niveau de la formation du cerveau. Donc, en fait, les cellules souches, c'est les cellules donc, qui vont former tous les types cellulaires, les principaux types cellulaires dans notre cerveau. Donc, les neurones, qu'on connaît très bien, donc 100 milliards de neurones chez l'adulte en moyenne. Et les cellules donc support, les astrocytes, les oligodendrocytes. Et donc, parmi ces oligodendrocytes, donc, on a les précurseurs oligodendrocytaires, donc, qui sont à un stade un peu plus avancé. Donc, les cellules souches se transforment, génèrent des précurseurs oligos. Et en fait, dans le cas des naissances prématurées, malheureusement, les cellules restent plutôt au stade précurseur. Elles ne deviennent pas matures, elles ne deviennent pas fonctionnelles. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est un défaut dans la formation de la gaine de myéline. Et donc, en fait, cette gaine-là, en fait, faut voir ça comme un câble électrique. Donc l'électricité passe dans le câble. Et en fait, si cette gaine est atteinte, et ben, l'électricité va se perdre. En fait. Il va y avoir une déperdition. Et en fait, elle permet à l'électricité de passer 100 fois plus vite environ. Donc on voit bien l'impact fonctionnel. Et là, l'idée de la recherche de l'objectif, ce serait plutôt de prévenir la naissance prématurée ou de réactiver ces éléments qui ne se développent pas assez bien pour pouvoir, on va dire, amortir les impacts de la naissance prématurée. Non, c'est pas plutôt de prévenir, ce serait plutôt de renforcer la génération de ces oligodendrocytes à la naissance, donc pour essayer de réparer le cerveau. Donc cet handicap, en fait, ce manque dans la maturation de ces cellules. Et donc pour ça, en fait, on avait un catalogue de 20 000 molécules. Elles sont toutes sur le marché, donc elles ont passé toutes les phases cliniques. Déjà, on a montré qu'elles n'étaient pas toxiques pour le patient. Donc, elles ont mis plus de 15 ans, peut-être 13 ans avant de passer sur le marché. Et donc, nous, on a pris certaines molécules et on les a repositionnées. Donc, on les a replacées dans le contexte de la génération des oligodendrocytes. Donc, c'est comme ça que j'ai pu tester en in vitro, donc à partir de cellules souches. Donc, ça a été un moyen assez facile de tester une dizaine de molécules et de voir sur des cellules souches quel est l'impact de ces molécules. D'accord. J'ai quantifié globalement l'effet dans la génération des oligodendrocytes. Là, j'avoue.
Oui, c'est une bonne question. Moi, j'étais toujours intéressé par le côté thérapeutique. Mhm, Donc vraiment, je voulais qu'il y ait un aspect traitement derrière et quelque chose d'utile directement pour le patient. Mais il y a énormément de projets qui sont beaucoup plus fondamentaux où on va plutôt s'intéresser à la fonction d'un gène. mhm. Donc par exemple, APP dans Alzheimer, qui est un gène très connu. Donc dans mon équipe, chez Bassem Hassan, il travaille sur le rôle d'APP, Mhm. justement dans... Qui est? Bassem Hassan, qui est le directeur scientifique de Ok. l'Institut Oui, très et de bien. mon équipe. Et ils utilisent par exemple la drosophile, donc la mouche, Mhm, pour modéliser au sein de ce modèle, tout comme sur des cellules humaines, mhm. donc de précurseurs humains, modéliser l'impact de la maladie, sur l'impact de ce gène sur le développement. Ah, c'est intéressant, ça dit qu'une recherche sur un autre point peut favoriser la recherche sur, par exemple, ce que toi tu développes actuellement. Et par rapport à ça, au niveau de la myéline, est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes quelles sont les différentes découvertes que tu as pu faire aujourd'hui qui sont peut-être que ce soit pour les naissances prématurées ou autre chose même? Oui, alors je travaille pas trop au niveau clinique, donc au niveau Mhm, des patients. mhm, Mais la première étape de ma thèse qu'on a découvert principalement, c'était on a en fait compilé toutes les données de génétique qui avaient été donc de transcriptomiques mhm, qui ont été réalisées ces dernières années, parce qu'il y a eu une expansion du séquençage qui a été très brutale récemment. mhm, Et en fait, grâce à toutes ces données-là, on a pu identifier la séquence, donc le nom, les groupes de gènes qui mhm. vont moduler l'activité des cellules souches. D'accord. Donc déjà, c'était un bon point sur l'apprentissage du devenir des cellules souches Mhm, grâce à la génétique. mhm, Et après, on a transposé le fondamental en fait en appliqué, mhm, en découvrant donc ces molécules qui modulent donc ces groupes de gènes-là mhm. et en les testant donc en passant du in silico, donc vraiment le côté bioinformatique, en le Ok. transposant à la paillasse sur des modèles in vitro. La paillasse, c'est l'atelier, c'est ça? Ah Non, non, c'est quoi? Qu'est-ce non. que c'est la paillasse? La, Parce que c'est un terme technique qui est ressorti tout à l'heure. la paillasse, c'est le bureau, on va dire, c'est le bureau du chercheur, donc c'est vraiment l'endroit où toutes les expériences sont faites. Mhm, Et bon, moi, j'ai plutôt travaillé sur des cellules pour, on va dire aussi, réduire l'utilisation d'animaux, parce que je mhm, testais 12 molécules, il fallait tester 5-6 concentrations différentes. Donc c'était un choix un peu judicieux, parce que mhm. en un an et demi, j'ai pu réduire, passer de 12 molécules à 2, Ah avant oui. de passer chez le modèle in vivo, Mhm, justement, où on va mimer la sclérose en plaques, donc mhm. chez la souris. Et donc là, c'est ce que je fais actuellement, ce que j'ai encore fait aujourd'hui, où D'accord. globalement, on administre la molécule à la souris et on regarde comment elle va récupérer justement sur... Je suis plus généraliste. Comment cette partie pratique, là, elle arrive à quel moment de la formation? C'est-à-dire, ça arrive au doctorat, ça arrive au niveau de la thèse, ou bien avant, tu as ces manipulations pratiques que tu opères? Moi, j'ai fait le cycle universitaire classique. Mhm, Donc en master, j'ai fait plusieurs stages où directement on en est arrivé à manipuler. mhm, Donc en général, il y avait quand même assez moins de réflexion sur le projet parce que c'était des stages courts. mhm. Donc on arrive en plein dans le vif, on vient aider un doctorant ou un chercheur. Mhm. Et du coup, bah, je me suis retrouvé directement dès le début de mon stage, le premier jour, à me retrouver avec des cultures de cellules Ah oui, pour la d'accord. première Ah ouais. fois. Donc, Mm, et après, voilà, j'ai fait plusieurs stages. mhm, Moi, il y avait vraiment cette partie plutôt in silico où c'est pas qu'elle m'ennuyait, mais elle a duré mhm. beaucoup plus longtemps que prévu. Ouais. On a voulu vraiment verrouiller le potentiel de ces molécules d'un point de vue Mhm, au niveau de la réflexion et mhm, après passer sur des expériences justement pour mm. évaluer leur activité. Donc c'est vraiment complémentaire. D'accord. Oui. Mhm, Euh, oui, depuis petit quand même. mm. C'est vrai Depuis que petit. mes parents m'avaient acheté un microscope. Ah, Ça avait ça éclaté. vient de là. Oui. Mm, mhm, Oui, oui, je me souviens que je faisais des tranches d'oignons mhm, que je mettais sur une lame, puis j'essayais de regarder, ou le chloroplastes aussi, mhm, des brins d'herbe, et puis ça m'amusait de regarder un peu mhm, au microscope déjà. Et après, c'est vrai que j'ai pas eu cette chance pendant la primaire, le mhm. collège, ou un peu plus tard, d'être initié
d'être initié justement aux sciences comme ce qui est fait à l'ICM justement. Exact. Là, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il y a différents programmes justement où on travaille avec les jeunes. Il y a le BrainBee qui est un concours un peu de neurosciences, donc au niveau international. Moi, je me suis occupé des chercheurs en herbe, donc j'en ai encadré 3. Ah oui. Pendant un an, donc c'était des collégiens ou lycéens. Et ils avaient un petit projet de recherche autour de la myéline, donc ils ont bien géré. Oui. Ils allaient vraiment loin dans le sujet ou c'était quand même... C'était un petit projet plutôt d'initiation. Bon, ils ont généré leurs résultats, qu'ils ont présenté aussi à la cérémonie à la fin avec leur famille. Et c'était un petit groupe d'une trentaine quand même, donc ils étaient dispersés dans tout l'institut et c'était intéressant. Ça se fait souvent ou c'est l'ICM qui propose ce type d'atelier justement de découverte? Oui, je pense que c'est la volonté de l'ICM vraiment de faire de la pédagogie et de donner envie. Non, ils ont créé un partenariat avec certaines écoles et ils ont eu de la chance. C'est intéressant, tu as pu donner à ces étudiants, enfin ces élèves en tout cas, ce que toi tu aurais aimé qu'on te donne à cette époque-là. Oui, ça aurait été ça. Je ne sais pas s'ils reviendront, ils sont peut-être traumatisés. Ils se sont dit, ah ouais, d'accord. Et tu m'as dit que tu as fait plusieurs stages dans différents endroits. Comment tu vis les stages dans les différents endroits par rapport à ce que tu vis aujourd'hui dans l'ICM? Qu'est-ce que l'ICM apporte de plus? Comment tu te sens dans ce nouveau projet? C'est vrai que mes stages ont été vraiment différents avant. Je trouvais que c'était quand même très précaire, limite dangereux, dans certains bâtiments. Ah oui, tu viens de loin. Oui, dans la Pitié ou à Saint-Antoine, c'était vraiment c'était sinistre. Ça donnait pas envie de... à ce point. Oui, dans les couloirs de l'hôpital. C'est ça. Et c'est vrai que quand j'avais candidaté pour le stage en master, j'étais assez impressionné en arrivant dans l'institut, parce que c'est vraiment une vitrine assez moderne. Et l'institut, il a 12 ans, je crois. Et c'est vrai que ça marche super bien au niveau des plateformes. Pour avoir, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'échanges entre toutes les plateformes. Donc non, je me suis bien intégré. Il y a aussi énormément de jeunes, de doctorants. C'est excellent. Et voilà, il y a beaucoup d'interactions. On a une association aussi qui fait qu'on a beaucoup d'événements entre nous, scientifiques ou un peu extra-scientifiques. Oui. Il faut que ça peut créer des collaborations fructueuses. Faut relâcher la pression des fois. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai vu aussi qu'il y avait des accompagnements, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, des choses comme ça. Toi, au final, je ne sais pas si tu as encore décidé dans quoi tu veux te diriger à la fin de tes études. Ça, c'est une question assez dure. Donc j'ai quand même envie de rester donc, dans la recherche et je ne suis pas contre peut-être le fait de faire un post-doctorat. Mais après, je suis aussi conscient qu'en France, c'est assez compliqué de devenir chercheur. Tout à l'heure, vous avez eu Alizée qui est donc une des plus jeunes, je pense, à avoir obtenu le concours pour devenir chercheuse. Mais en général, il faut avoir 2-3 post-doctorats, il faut avoir publié dans des très bonnes revues, des très bons journaux et c'est un parcours qui est difficile. Il faut vraiment avoir cette volonté de devenir chercheur. C'est sur concours? C'est sur concours, oui. Combien de places à peu près? On sait pas. C'est environ 3-5% peut-être. 3-5%, d'accord. Ouais. Donc plus ça va et je pense plus on se tourne vers... on a la station F à côté, donc il y a énormément de startups qui sont créées tous les jours qu'on pourrait intégrer et aussi vers le privé quand même. Mais je suis assez encore ouvert. J'aimerais bien aller dans le privé après. Excellent. Par la suite, voilà. Et là, on est dans un cadre plutôt vidéoludique. Comment toi, tu t'inscris dedans? Est-ce que tu es joueur déjà? Je suis pas très très joueur. Non, j'aime bien. Oui. J'aime bien jouer à la Wii, à la Play, mais je suis pas un grand gamer. Et juste, en tant que divertissement, même pas en tant que spectateur par rapport à tout ce qui se fait là? J'aimerais bien, je vais revenir demain justement pour regarder. Excellent. Oui. Ça sera ça de fait. Oui. Non, ça donne envie, c'est une bonne ambiance. Et les gens, ils sont vraiment réunis pour collecter des fonds aussi et s'éclater. Je pense que ils s'amusent bien. Au niveau des études, c'est souvent très dur. Comment tu fais pour tenir ça? C'est vraiment sur la motivation en général. Pour tous les jeunes qui vont écouter et qui veulent se lancer dedans, comment toi tu as fait pour vraiment te canaliser et avancer le plus optimalement possible dans tes études?
C'est vrai que le statut de doctorant, il est quand même pas évident. Il est pas évident, bon, surtout sur Paris, je trouve, parce que C'est combien d'années d'études? le doctorant, donc normalement, c'est bac plus 8. Bac Donc, plus 8, donc c'est faut 3 s'accrocher. années de hein. doctorat après le master. D'accord. Oui. Mhm. Ouais. Comment tu fais pour tenir dans ces moments difficiles? Ah ouais, là, je vais terminer mes 4 Mhm. ans de thèse. Et c'est vrai qu'il y a quand même des coups durs parce que on travaille un peu. Bon, après, je vais pas généraliser, mais Mhm. on travaille des fois en isolé. Mhm. Vraiment, on est assez seul. On fait face à l'échec. Une fois, deux fois, on recommence. Hmm. Trois. Et on essaye Ouais. de s'adapter, mais faut quand même avoir le moral et la volonté d'aller jusqu'au bout. Mais aussi, c'est quand même un moment. Il y a quand même des moments très excitants. Mhm. Et comme moi, par exemple, en ce moment, parce qu'on teste les molécules sur la sclérose en plaques, Mhm. enfin sur un modèle de souris. Donc c'est quand même assez excitant parce que je vois le projet se concrétiser. Et j'ai aussi du mal à le lâcher parce que je me suis attaché à ce projet. Et, T'as mis les et pieds voilà, dedans maintenant. je vais essayer de le finaliser Mhm. pour ma thèse. Mhm. Et non, c'est quand même... c'est une phase où on apprend aussi à s'organiser, à gérer un projet. Et je me considère plus comme un étudiant. Enfin, Mhm. on est plus. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le doctorant reste à l'école et quand même c'est très scolaire, mais non, pas du tout. Ça Mhm. surprend même Oui. mes amis de leur dire, bah, en fait, je suis en entreprise et Mhm. on a accès à des formations. On est tenu d'en faire. Mais, On est déjà dans le dur, quoi. on est déjà dans le dur. Ouais, du coup, Ouais. après, t'as déjà la pratique complètement. Tu risques de faire un peu ce que tu fais déjà. Oui. Tu es déjà actif, quoi. All right. Après, on est bien aidé à l'ICM grâce aux donations privées. Mhm. Mais c'est vrai que c'est aussi un poids, non seulement pour mon chef, mais pour moi, parce que rien que là, on a obtenu un financement il y a une semaine Mhm. qui me prolonge de quelques mois, mais c'est vraiment compliqué de dégager des fonds, d'en trouver. Mm. Et c'est vrai que ça pénalise aussi nos expériences, C'est nos un peu manips. une course contre la montre, des fois. Oui, oui, Avec un suspense permanent. oui. Eh ben. Donc, on espère en tout cas que les collaborations comme celle qui vient de se faire avec le French Restream vont permettre aux gens de faire plus de dons pour financer la recherche et que on n'est pas en tout cas ce tic-tic-tic de la montre qui sonne et qu'on puisse aller plus loin et sereinement dans la recherche. Et je te remercie de nous avoir donné ta perspective, que ce soit ton parcours ou comment tu abordes les choses pour te motiver et continuer dedans. Et bien sûr, je salue aussi l'ICM qui a apporté son soutien. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes en direct de l'Interglitch organisé par le French Restream. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz, avec Mikoto, Max et Jean-Baptiste. Je vais reprendre ta thèse qui est... Vous voulez le nom exact? Yes. Donc, c'est l'identification pharmacogénétique de petites molécules et de gènes clés impliqués dans la formation des oligodendrocytes dans un modèle de lésion néonatale cérébrale. On arrive à la fin. Alors là... J'ai failli m'étouffer. Non, mais- J'imagine quand tu rends le rapport, dès le titre, on n'est plus écologique. Il y a 12 feuilles qui ont été utilisées. En tout cas, merci à toi pour Merci cette thèse beaucoup. sur... Voilà. Merci à tous et bonne Merci. journée. À bientôt.